Nous, on est journaliste du présent, journaliste des faits, journaliste des événements, mais en même temps, nous n'épuisons pas le réel. Et j'ai toujours pensé que les poètes sont des voyants, et que les poètes, et c'est peut-être ce que nous avons trop perdu dans notre pays, où d'autres pays ont des chefs politiques parfois, qui étaient des poètes, ont un goût de la poésie, un goût du récit poétique, qu'ils n'ont pas perdu. Et les poètes sont des voyants parce qu'ils devinent des choses, ils sentent des choses, ils perçoivent une forme d'intuition qui n'est pas simplement de l'ordre du raisonnement. Édouard signerait totalement la formule qu'avait employée Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc. Je ne serai pas esclave de mon esclavage. On oublie cela, mais Frantz Fanon, qui fut l'aîné d'Édouard Glissant et qui était en même temps son compagnon, ils étaient ensemble au congrès des écrivains noirs à la Sorbonne en 1956, qui était le premier congrès des écrivains noirs dans le contexte d'émancipation du tiers-monde. Frantz Fanon, qui, comme vous le savez, était martiniquais et qui a ensuite rejoint la cause indépendantiste algérienne et le FLN, et qui est mort en Tunisie, où il est enterré. Nous allons commémorer le 50e anniversaire de sa mort en décembre prochain, puisqu'il est mort en décembre 61. Dans Peau noire, masque blanc, Frantz Fanon disait « Il ne faut pas essayer de fixer l'homme, car son destin est d'être lâché. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme, car son destin est d'être lâché. » C'est des phrases de 52. Au même moment, Édouard Glissant écrit un de ses premiers recueils qui s'appelle « Soleil de la conscience », qui parle de son expérience française. Il est venu faire ses études en France. Et il dit « Il faut associer le regard du fils et la vision de l'étranger ». En clair, Édouard Glissant, dès le départ, comme Frantz Fanon, à un moment qui est en même temps celui de la revendication des identités, des indépendances, qui, pour le continent africain et les Antilles, entre Césaire et Senghor, c'est le moment de la négritude, de la fierté noire revendiquée, eh bien, eux deux ont une petite longueur d'avance par rapport à ce que sera l'échec des indépendances. Ils ne sont pas dans l'idée de clôture, de fermeture, au fond d'une émancipation qui ressemblerait à la domination dont elle se libère. Ils ne sont pas dans l'idée d'identité close, d'identité fermée, d'identité unique. Ils sont d'emblée dans cette idée que le monde sera un monde de relations. Je pense que c'est une œuvre, par tout ce qu'elle suggère, qui est une œuvre qui est au cœur de l'imaginaire dont nous avons besoin dans le moment de transition, de trouble, d'incertitude que nous traversons. Parce qu'on ne combat pas les crispations xénophobes, racistes, de violence et de haine, en les raisonnant. Ce sont des crispations de peur. On ne raisonne pas la peur. On la combat par un imaginaire supérieur qui redonne du courage, qui fait sortir de la peur que des pouvoirs diffusent dans ce moment-là, sur laquelle ils jouent dans ce moment d'incertitude, pour garder leur domination, leurs avoirs, leur pouvoir. Et donc, sortir de la peur, c'est avoir un imaginaire supérieur. Et dans notre cas, c'est un imaginaire du monde. Notre problème dans ce pays-ci, c'est d'avoir perdu un certain imaginaire du monde après avoir été orphelin de ce qu'avait construit le rapport colonial, qui nous a profondément déterminés très longtemps, sur 2 siècles, dans notre rapport au monde. Dans notre rapport où, au fond, d'autres peuples avaient à voir avec notre culture. Et maintenant, c'est à nous de faire l'expérience d'autres peuples. Et la réponse de Glissant, c'est de parler de ce tout-monde qui est un monde de relations. Il dit ceci, il dit « Les identités uniques, les identités à racines uniques sont des illusions. Elles finissent par mourir. Elles n'ont pas ces rhizomes qui permettent de tisser des liens avec d'autres plantes dans la terre. Toute identité vivante, toute identité qui se projette est une identité relation. Ça ne veut pas dire que nous bougions. Ça veut dire simplement que nous avons la conscience que nous ne sommes rien sans l'autre, que nous sommes aussi faits de l'autre. Ça ne veut pas dire la négation d'une identité, d'une histoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racines,
mais ça veut dire que ses racines se mêlent à d'autres. Et tout son propos, c'est celui-là. Et je voudrais, en dialogue, et après je vous laisserai lire plus longtemps, faire écho à cela, parce que moi, ça m'avait immensément touché. C'était avant que Mediapart existe. C'était en 2007, nous étions en train de lancer le projet Mediapart. Et comme vous le savez, nous étions dans un pays où une imprégnation a été donnée par la création d'un ministère de l'identité nationale et de l'immigration, qui imbriquait l'idée de qu'est-ce qu'est notre identité et qu'est-ce qu'est le rapport à ceux qui veulent venir chez nous. Et qui donc laissait entendre qu'en clair, notre identité est menacée par ceux qui viennent chez nous. Au lieu d'assumer le fait que nous sommes faits de ces ailleurs. Nous sommes profondément faits de ces ailleurs. Nous sommes nourris de cette histoire. Elle nous a fait, elle nous a enrichis, elle a fait nos goûts, nos saveurs, nos cultures, nos imaginaires. Regardez qui défend la langue française en littérature dans le monde aujourd'hui. Et à ce moment-là, personne d'autre qu'Édouard Glissant, avec son jeune disciple, j'allais dire Patrick Chamoiseau, ne s'est dressé avec autant de force que lui contre ce ministère de l'identité nationale. C'est ce petit texte. Quand les murs tombent, l'identité nationale hors la loi. Et je voudrais juste dire ça parce que ça donnera bien comment, et c'était un des appels de Frantz Fanon, y compris dans Les damnés de la terre, comment, au fond, ces hommes-là reprennent un flambeau que l'Europe a prétendu tenir, que nous avons prétendu tenir. Et ils le reprennent, malgré nous, à côté de nous, après l'avoir tenu parfois contre nous dans les indépendances. Ils nous sauvent de nous-mêmes. Ils nous disent, enfin, réveillez-vous, n'oubliez pas ce que vous êtes. Les murs menacent tout le monde, de l'un et l'autre côté de leur obscurité. La relation à l'autre, à tout l'autre, dans ses présences animales, végétales et culturelles et par conséquent humaines, nous indique la part la plus haute, la plus honorable, la plus enrichissante de nous-mêmes. Que tombent les murs. Nous demandons que toutes les forces humaines d'Afrique, d'Asie, d'Europe, des Amériques, que tous les peuples sans État, tous les républicains, tous les tenants des droits de l'homme, les habitants des plus petits pays, les insulaires et les errants des archipels, autant que les traceurs de continents, que tous les artistes, les hommes et les femmes de connaissance et d'enseignement, Dieu sait s'il y en a ici, et toute autorité citoyenne ou de bonne volonté, ceux qui façonnent et qui créent, élèvent par toutes les formes possibles une protestation contre ce mur ministère qui tente de nous accommoder au pire, de nous habituer peu à peu à l'insupportable, de nous mener à fréquenter en silence et jusqu'au risque de la complicité l'inadmissible. Tout le contraire de la beauté. C'était la dernière phrase. Tout le contraire de la beauté. Et ça, c'est une injonction de poète qui fait de la politique, au sens où la poétique de Glissant est une politique, au sens le plus noble du terme. Oui, ce n'est pas cette diffusion de la crispation identitaire, c'est tout le contraire de la beauté. Nous le savons depuis. Pays. Je me souviens des odeurs tenaces qui encombraient l'espace de mon enfance. Il me semblait qu'alors, tout le pays alentour était riche de ces parfums qui ne vous quittaient pas. L'éther des magnolias, l'essence des tubéreuses, l'entêtement discret des dahlias, le rêve aigu des glaïeuls. Toutes ces fleurs ont disparu, ou presque. Il reste à peine au long des routes, au fait de senteurs, la nappe soudain sucrée des prunes moupins, dans le relent desquels vous vous perdez, ou quelques endroits de la route de la trace, le délicat appel des lys sauvages. Le pays a perdu ses odeurs, comme à peu près partout ailleurs dans le monde. Les fleurs qui poussent aujourd'hui sont cultivées pour l'exportation, sculpturale, nette, d'une précision et d'une finesse qui frappent. Mais elles sont lourdes aussi, pleines, durables. Vous pouvez les garder 15 jours dans un vase. L'arum ou l'atourium, dont les bouquets sont l'ornement de nos aéroports,
la rose de porcelaine qui est si peu cassable, le balisier, très émouvante stèle à jamais multipliée, le roi des rois ou Red Ginger qui festonne rouge sombre autour de son propre cœur. Ces fleurs nous ravissent, mais elles n'ont aucune odeur. Elles ne sont que forme et visibilité. Je suis frappée par ce destin des fleurs. L'effluve qui cède à la sculpture, comme si le pays avait renoncé à son essence pour se concentrer tout dans l'apparence. Il se voit et ne se sent pas. Aussi bien cette pensée des fleurs n'est-elle pas pour pleurer à un idyllique passé fantomatique, mais il est vrai que la fleur, fragile et odorante, nécessitait hier le soin quotidien de la collectivité en disposition d'elle-même. La fleur inodore perdure aujourd'hui, se maintient dans son paraître. Peut-être est-ce là le signe de notre attente? Nous rêvons de ce que nous cultiverons plus avant, et nous nous demandons à quoi ressemblera cela qui recompose déjà pour nous, puisqu'en tout cas, nous ne les retrouverons pas tels quels, les magnolias d'antan. Camélia, c'est comme une fleur déjà. Hein. Dans les orteils de sa mère.